Bonjour Bernard. Bonjour Jérémy. Alors Bernard, vous êtes né dans la data. Vous êtes l'actuel CTO, le directeur technique et sécurité de Microsoft. Et à l'origine, vous êtes docteur en mathématiques, vous avez été enseignant, vous avez enseigné à l'université d'informatique d'Orsay les statistiques appliquées à la biologie. Et vous avez pu travailler avant l'expérience actuelle que vous avez chez Microsoft sur des sujets de radiologie, de création de scanners et où la data était extrêmement importante à l'époque. Et aujourd'hui, donc, en tant que directeur de Microsoft, vous allez nous raconter plein de choses par rapport au big data. Mais en tout premier lieu, je voulais que vous vous présentiez, que vous expliquiez un petit peu quel est votre rôle. Donc mon rôle, pour faire simple, c'est d'essayer de créer un pont entre nos équipes de développement, nos équipes de recherche et d'une manière générale les besoins à la fois académiques mais aussi de l'ensemble de nos clients, en sachant que ça couvre, pour faire simple, de Kinect et de la Xbox jusqu'au cloud public. Donc c'est assez vaste comme sujet. Et donc voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est en gros ça. Alors, quel est le rôle de la data aujourd'hui chez Microsoft? Est-ce qu'il y a des acquisitions qui ont été faites par rapport à la data? Est-ce qu'il y a des technologies qui sont propres à la data? Est-ce que sur la partie services, il y a de l'accompagnement aux entreprises lié au monde de la data? Alors oui, la data, c'est un élément extrêmement important, ça va de soi. Aujourd'hui, dans nos équipes de recherche, donc on a à peu près 1000 chercheurs en propre et puis à peu près 1000 doctorants, postdoctorants, pour simplifier, donc à peu près 2000 personnes. Je parle juste de la recherche, sachant que c'est de la recherche pure, c'est pas de la recherche dans un groupe produit, là il y a beaucoup plus de monde. On a à peu près entre 30 et 40% de chercheurs qui font du machine learning, donc qui sont évidemment très impliqués autour de la donnée, dans tous les domaines. Et en ce qui concerne nos produits, je pense que les premières aventures de Microsoft dans le domaine, on va dire, du machine learning et de la data, mais pas simplement dans la logique base de données, classique, business intelligence ou des choses comme ça, je pense que ça doit remonter au tout début des années 2000, quand on a commencé à intégrer les premières méthodes bayésiennes pour lutter contre le spam. Donc les premières aventures de Microsoft, on remonte à cette date-là. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus un seul produit qui ne fait pas appel de près ou de loin à du machine learning, donc au départ à de l'apprentissage, à des données, etc. etc. Donc ça a vraiment totalement inondé le monde dans lequel on est. Alors, est-ce qu'il y a des belles histoires, des histoires qui sont nées de la fusion entre la data et de Microsoft et qui ont eu un impact sociétal sur un certain nombre de pays, sur un certain nombre de politique publique, sur l'impact direct qu'on peut avoir sur les populations? Est-ce qu'on a des exemples autour de ça? Alors je parlais à l'instant de la lutte contre le spam. Il se trouve que la personne qui a inventé cette approche, qui s'appelle David Eckermann, il a en fait, depuis à peu près 6-7 ans, envisagé d'utiliser le même type d'approche sur des données évidemment complètement différentes, puisqu'il s'agit de données épidémiologiques et épigénétiques, autour du sida. Et donc en gros son approche, on va dire approche instinctive au départ, c'était de dire, après tout, le spam, son objectif c'est de muter en permanence pour échapper aux techniques qui évitent que le spam finisse dans la boîte aux lettres des gens. De la même façon, le virus HIV, il mute en permanence pour essayer d'échapper au mécanisme immunitaire de l'humain. Et donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, à travers un certain nombre de techniques, apprendre finalement au mécanisme immunitaire humain, comment réagir à peu près de la même façon. Et donc il a travaillé depuis plusieurs années en partenariat avec des hôpitaux aux États-Unis, des hôpitaux en Afrique du Sud, pour essayer de produire un vaccin contre le sida. Donc le vaccin en question, il a été produit, il est en test clinique aujourd'hui depuis à peu près 18 mois maintenant. Les résultats sont très encourageants. Mais bon, je ne voudrais pas annoncer publiquement une nouvelle extraordinaire disant qu'on a vaincu le sida. Malheureusement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais on se rend compte qu'à travers des approches comme celle-là, on peut effectivement changer de manière complètement radicale un certain nombre d'approches. Et en fait, et c'est peut-être un des grands enseignements que ce genre d'approche a, c'est qu'à travers la confrontation entre des domaines scientifiques complètement différents,
on peut réussir à faire progresser la science parce que finalement, on se pose de nouvelles questions. Et c'est vrai que si on reste entre mathématiciens et qu'on se pose des questions de mathématiciens, ça va être très bien pour faire avancer les mathématiques, mais on ne se posera peut-être pas les bonnes questions qui apportent une vision complètement différente au sujet. Alors là, on voit bien du spam au vaccin anti-sida. Il y a vraiment un chemin extraordinaire en termes de différence de secteur industriel. Et pourtant, il y a la même chose qu'en commun, c'est l'algorithme qui est la valeur commune. Dans les belles histoires de Microsoft, il y a aussi des belles histoires que vous écrivez dans d'autres mondes qui font beaucoup fantasmer les data scientists. Ce matin, on avait la chance d'avoir Michael Slaby qui nous a raconté l'apport du big data dans les élections. Les élections, c'est la prédiction d'un score et ça fait partie un petit peu des rêves du data scientist de prédire l'avenir. Dans le monde du score, il y a un monde aussi qui fait énormément rêver, c'est le monde du sport. Donc est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qu'on est capable de faire et comme un peu dans le film Moneyball, on est capable de réaliser par de l'analytique des performances sportives? Oui, donc le rêve, c'est qu'en fait, finalement, on ne joue pas le match et qu'on prévoit d'abord quel sera le résultat, donc ça ne sert à rien de le faire, c'est ça? On a besoin d'acheter les magazines après pour suivre les histoires des joueurs. Non, dans le domaine du sport, en fait, on a un grand partenariat avec le Real Madrid, dont l'objectif est de changer complètement l'expérience à la fois de la personne qui est à l'intérieur du stade, mais aussi de toutes les personnes qui seraient n'importe où dans le monde, en train de potentiellement s'intéresser au sujet. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de barder les joueurs de capteurs, évidemment, pour à la fois, évidemment, améliorer leur performance pendant les phases d'entraînement, mais aussi avoir des informations en temps réel sur ce qui s'est passé pendant un match. Alors, certaines données seront disponibles uniquement pour l'entraîneur, pour qu'en fait, il puisse déterminer de manière à peu près intelligente et prédire finalement quand le joueur va commencer à être un petit peu fatigué et qu'il est temps de procéder à un changement, mais aussi permettre finalement à l'ensemble des téléspectateurs ou simplement des spectateurs dans le stade de pouvoir avoir une meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc on peut imaginer par exemple, il y a des modèles qui marchent assez bien, prévoir par exemple certains mouvements de certains joueurs, et on se rend compte que la capacité de prédire de ces différents algorithmes est assez intéressante et ça marche assez bien. Alors là, c'est rigolo parce qu'on est à mi-chemin entre le corps humain et l'Internet des objets. Ce sont des sportifs qui portent sur eux des capteurs. Ces capteurs remontent de l'information en temps réel et après, ça peut donner ou des actions de type sportif pour le coach ou des informations de type informative ou gaming pour les gens qui suivent le match. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que c'est l'homme augmenté, l'Internet des objets, la donnée sur les personnes humaines? Est-ce qu'on est en train de se diriger vers ce type de choses? Alors, l'homme augmenté, on est déjà tous plus ou moins augmentés. Finalement, l'Internet nous augmente déjà. Et d'ailleurs, la plupart des spécialistes en sciences cognitives qui observent un tout petit peu la façon dont on utilise aujourd'hui un moteur de recherche, en fait, on se rend compte que au lieu de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs mémoriels qui mémorisent le contenu, on est plutôt dans une approche dans laquelle on mémorise la façon dont on a trouvé le contenu. Donc en fait, on est dans une logique de pointeur plutôt qu'une logique d'acquisition formelle de la connaissance. Donc on est déjà quelque part modifié par les usages que l'on a du numérique d'une manière générale. Donc en ce qui concerne l'humain augmenté, il y a énormément de fantasmes qui vont jusqu'à la singularité de Ray Kurzweil, qui est un personnage absolument fascinant, mais dont j'avoue que j'ai un petit peu de mal à partager un certain nombre de thèses. Je pense que cette capacité que l'on a à pouvoir dépasser l'humain quand il a effectivement de nombreux problèmes, ça peut être des malformations, ça peut être à la suite des accidents de la vie, la possibilité d'utiliser des dispositifs qui vont permettre de dépasser un handicap. Par exemple, on a fait quelque chose qui, moi, me fait vraiment rêver quand je le vois, parce que je me rends compte de en quoi ça peut changer la vie des gens. On a travaillé déjà depuis plusieurs années, donc on est en train de commencer à rentrer dans une phase industrielle, une solution pour permettre à une personne malentendante de pouvoir discuter avec nous, elle en utilisant le langage des signes et nous en utilisant notre langage. Donc en fait, ça veut dire à la fois pouvoir utiliser un capteur de type Kinect qui en fait va être capable d'appréhender le langage des signes et la gestuelle. Donc ça, c'est une première utilisation du machine learning, puisque Kinect repose énormément sur du machine learning. Et puis d'autre part, cette capacité que l'on a à faire de la traduction en temps réel, simultanée dans les deux sens. Et on se rend compte que
pour des personnes handicapées, ça change complètement la vie. C'est vrai que la plupart des sourds considèrent qu'ils ont leur propre langage et qu'il est d'ailleurs nécessaire pour nous tous d'apprendre ce langage et ils ne comprennent pas pourquoi on ne l'apprend pas. Mais je pense que si on est effectivement capable de mettre en œuvre ce genre de technologie, on peut considérer que c'est une certaine forme d'augmentation, mais moi ce genre d'augmentation ne me gêne pas. Par contre, l'idée qu'un jour, pour reparler de Kurzweil et de la singularité, on puisse un jour dumper la totalité de mon esprit dans un ordinateur et dire que je resterai encore vivant, j'ai un peu de mal à le croire. D'aucuns ont peut-être très très envie de toucher à l'immortalité. Personnellement, je pense que nos problèmes se suffisent à eux-mêmes pour ne pas avoir la prétention de devenir immortels. Bon, c'était aussi un moyen d'aller beaucoup plus loin que les sujets qu'on aborde aujourd'hui, qui nous permettent de nous projeter sur le big data à 5 ans ou à 10 ans, mais c'est vrai qu'il y a déjà un courant transhumaniste qui pense à l'avenir de l'humanité avec des super machines et la capacité peut-être de télécharger une âme humaine dans un robot qui pourrait aller au-delà de ce qu'un corps peut vivre. On va s'intéresser à des aspects d'acquisition récente de la part de Microsoft, mais Microsoft, on a parlé rapidement de la Kinect et donc du machine learning dans la reconnaissance d'image. Il y a un autre objet aussi que vous avez qui est un objet de réalité augmentée et qui rentre aussi dans cet état d'esprit de l'objet connecté et de la capacité de rendre beaucoup plus immersives des expériences. Alors je pense que c'est plus pour le gaming, mais ça peut aussi toucher le monde professionnel. Alors HoloLens, puisque je suppose que c'est de ça dont il s'agit, alors HoloLens peut parfaitement fonctionner de façon non connectée. Donc contrairement à la plupart des approches de réalité, donc on parle bien de réalité augmentée, pas de réalité virtuelle, c'est important de faire la nuance entre les deux. Donc on parle bien de la capacité de superposer des objets virtuels, des scènes virtuelles au monde physique dans lequel on vit. Et donc on a parfaitement la possibilité d'utiliser de manière totalement déconnectée les deux. Par contre, en termes de business possible, il y a énormément de projets d'ores et déjà dans des domaines qui sont extrêmement business. Pour prendre un exemple, je ne vais pas citer de quel client, mais enfin vous pouvez a priori imaginer de qui peut bien ça s'agir, il n'y en a pas tant que ça. Imaginez qu'on ait un organe complexe tel qu'un avion, et que dans cet organe extrêmement complexe, on ait la nécessité aujourd'hui de vérifier manuellement que la totalité des câbles, il y a des kilomètres et des kilomètres de câbles, ont été correctement posés aux bons endroits, avec les bonnes fixations, et qu'on ne risque pas, pour une raison ou pour une autre, pendant un vol, qu'il y ait une déconnexion de ces câbles. Aujourd'hui, on est obligé de recourir à soit de la vérification manuelle, soit de la vérification assistée par ordinateur, où en fait on a une tablette avec laquelle on se promène, on a le plan de l'avion, on a l'ensemble des câblages, puis on vérifie à côté que c'est la même chose. Là, le scénario, c'est tout simplement de dire, je porte mes lunettes, et en fait, j'ai la totalité des plans de l'avion qui viennent instantanément et dynamiquement se superposer, quel que soit l'endroit où je suis, sur l'avion physique tel qu'il a été monté et dont je suis en train d'assurer la vérification. Donc ça, c'est un scénario tout bête, mais qui marche extrêmement bien et qui marche à peu près dans tous les domaines. Rien que dans le domaine industriel, la partie simplement vérification, construction, assistance. Typiquement, on fait aujourd'hui, on a quelques projets sur de l'assistance à dépannage, ou de l'assistance en télémédecine. Donc en fait, quand on ne dispose pas nécessairement d'un médecin super compétent dans un domaine, on a la possibilité finalement de faire en sorte que la personne sur place, elle regarde le patient et qu'on puisse lui donner des instructions à distance avec un vrai médecin à l'autre bout, qui effectivement a une connaissance très complète à la fois du corps et puis globalement des éventuels examens médicaux qui ont été évidemment complètement numérisés ou qui sont déjà numériques et qui sont superposés sur le corps lui-même. Donc en fait, il y a énormément, le champ des possibles est absolument immense. Oui, on sent qu'il y a une notion un petit peu de désintermédiation dans le sens où on n'est plus en contact avec le réel et un objet qui décrit le réel, mais le réel est décrit en simultané par ce système de réalité augmentée. C'est valable, donc on l'a dit, pour des problèmes de réparation, pour des problèmes d'ordre médicaux. C'est aussi valable pour rendre utile ces kilomètres et ces heures de tutoriels sur Internet où on n'a jamais le bon couteau et le bon fruit au bon moment de la recette et qu'on pourrait imaginer dans des applications peut-être beaucoup plus triviales la possibilité de faire de la cuisine avec un tutoriel de qualité au moment où on est capable de l'utiliser. Oui, absolument. Quitte à même éventuellement avoir pour le cas un dispositif de feedback qui permet de, quand on ne fait pas les bons gestes, de dire je vois que tu ne fais pas les bons gestes, voilà comment il faut faire et voilà, en fait, même à travers de l'apprentissage machine, on saurait faire ça, proposer finalement sur la reconnaissance des gestes, dire bah là tu t'es un peu trompé, voilà ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire de faire de la correction en temps réel. Absolument, oui.
Alors il y a une autre technologie que vous avez acquise récemment et qui est un domaine tout particulièrement Technologie intéressant. révolutionnaire. Oui, pour les data scientists, parce que c'est une technologie qui permet de faire du big data, notamment en utilisant un langage qui est bien connu du monde des data scientists, c'est R, c'est un langage qui date mais qui a des performances, notamment autour de la modélisation des données statistiques, beaucoup plus compactes qu'on peut avoir un langage classique, et donc on peut aller beaucoup plus vite dans le data mining, la récupération des données statistiques, des données descriptives, et dans l'interprétation du type de choix d'algorithme, notamment vers le type de machine learning vers lequel on veut aller. C'était quelque chose qui était limitant, et tout d'un coup, il y a l'univers des possibles qui est arrivé, puisque ça s'est marié avec le big data. Donc pourquoi avoir acquis cette technologie, et comment vous l'utilisez, quel type de cas d'utilisation on peut raconter avec cette technologie? Alors, il y a plein de perspectives. Donc, la première, qui est aujourd'hui opérationnelle, c'est, donc, vous savez probablement qu'on a une solution de machine learning qui est mise à la disposition de tous, qui s'appelle Azure ML, et qui a la possibilité de construire des applications complètes depuis l'ingestion des données, la détection des données aberrantes, appelons-les comme ça. Je préfère la traduction, je préfère le mot anglais outliers plutôt que données aberrantes, que je trouve très péjoratif dans le propos, mais c'est pas grave, ça c'est le statisticien qui sommeille en moi qui se souvient de ça, et jusqu'à la production et la mise en production d'un service web qui implante directement l'algorithme de machine learning qui est mis en place. Donc, à l'intérieur de ce pipeline, puisqu'en fait ça se manifeste sous la forme d'un pipeline qu'on crée à travers un simple diagramme de flux, on a la possibilité d'incorporer autant qu'on veut des opérations qui sont réalisées en R. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est disponible et qui fonctionne extrêmement bien. Au-delà de ça, on manquait cruellement par rapport à des solutions telles que SAS, SPSS, enfin bref, celles qui sont connues par les statisticiens qui sont dans la salle. On manquait cruellement d'une capacité à invoquer des opérations statistiques complexes directement, par exemple, depuis une base de données. Aujourd'hui, si on veut intégrer SQL Server, donc base de données relationnelle, traditionnelle, avec R, on est obligé de passer par des requêtes de type ODBC, JDBC, etc. Donc en fait, on a des performances qui sont extrêmement limitatives. Là, l'idée, c'est d'intégrer R directement dans les procédures stockées qui sont directement invocables dans SQL Server. Et donc la nouvelle version de SQL Server 2016, qui en fait est en technologie preview 3 ou 4, je ne sais plus, en ce moment, elle incorpore directement la possibilité d'intégrer du code R directement dans la base de données à travers les procédures stockées qu'on peut y invoquer. De la même façon, dans un environnement, là cette fois-ci, potentiellement NoSQL, Hadoop, on a intégré tout R dans ce qui s'appelle HD Insight, qui en fait est la mise en œuvre par Microsoft d'Hadoop dans Azure, donc dans le nuage, de telle façon qu'on puisse avoir une expérience totalement unifiée de l'utilisation de R, aussi bien dans un environnement de machine learning, dans un environnement de base de données chez soi, dans un environnement de base de données dans le cloud, et on a même la possibilité de mixer des approches relationnelles traditionnelles et des approches non relationnelles en utilisant les mêmes requêtes. Donc en fait, l'idée, c'est finalement de compléter quelque chose qui aujourd'hui nous manquait vraiment, qui est la capacité de disposer d'un vrai langage de manipulation statistique qui n'était que très primitive, ou bien instanciée à travers un client, tel que pouvait l'être Excel, le cas échéant, mais qui reste quand même dans cette logique client-serveur assez traditionnelle et qui évidemment n'est pas très performante dès qu'il s'agit d'aller requêter des quantités extrêmement importantes de données. Donc voilà l'histoire. Donc cette technologie, c'est Révolution Analytics. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jobs qui sont proposés chez Microsoft pour que les data scientists puissent postuler à ce type d'offre, à ce type de technologie, et quels sont les autres jobs qu'on proposait aujourd'hui aux data scientists chez Microsoft? Donc la réponse est oui. Donc on cherche des data scientists dans plusieurs endroits. On cherche des data scientists dans des activités services, qui sont des activités relativement minoritaires en termes à la fois de revenus et d'effectifs, mais qui sont quand même des activités importantes puisqu'elles permettent d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale.
Et puis d'autre part, il y a évidemment énormément de jobs de data scientist au niveau des groupes produits. Donc je pense que c'est un sujet qui a été abordé dans la conférence précédente. Tout le monde est en guerre pour trouver des gens qui ont a priori la double compétence, donc qui sont à la fois informaticiens et statisticiens. Et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup sur le marché, donc c'est vrai que les prix montent. Donc on peut trouver des jobs en France, on peut trouver des jobs en Europe, on peut trouver des jobs aux États-Unis, donc il y a un vrai encouragement de la mobilité à l'intérieur de l'entreprise, donc on peut très bien avoir un job en France, et puis 2 ans après partir aux États-Unis. Ça fait vraiment partie des choses qu'on encourage. Donc oui, on cherche des gens, donc si dans la salle il y a des gens intéressés, qu'il y a des CV, je suis prêt à toute proposition. Et est-ce qu'il y a des jobs aussi dans la cybersécurité ? Et qu'est-ce que fait un data scientist dans la cybersécurité ? Alors, la cybersécurité, d'une manière générale, quand on regarde un peu la façon dont les choses ont évolué au cours du temps, on a quand même été très souvent dans une logique où on se protégeait. Donc on avait souvent une logique un peu de ligne Maginot ou de château médiéval où on essayait de faire des murs autour du système d'information. Cette vision, elle est évidemment complètement dépassée parce qu'un système d'information qui sert, il est ouvert sur le reste du monde. Donc ça veut dire qu'il va y avoir forcément des choses qui vont rentrer dans le système d'information, quoi qu'on fasse. Et tout le changement de paradigme, c'est de dire je ne raisonne pas en disant ça n'arrivera pas, je raisonne en disant ça arrivera. À partir du moment où ça arrive, ce qui est compliqué, c'est de détecter. Donc pour détecter, on a évidemment la nécessité d'absorber une quantité gigantesque de données, tous les événements qui sont de près ou de loin liés à la sécurité, pour détecter soit dans des différences comportementales, donc ça c'est typiquement le sujet des antivirus. Les antivirus fonctionnent traditionnellement à travers une approche reposant sur des signatures, donc en fait cette approche, malheureusement, si on n'a pas été correctement vacciné, j'utilise ce mot volontairement, eh ben on n'est pas prémuni contre le virus et donc du coup on l'attrape. Cette approche-là, clairement, elle a ses limites, outre le fait qu'on puisse démontrer mathématiquement que la détection antivirale est un problème indécidable. Donc pour les gens qui aiment bien Gödel, je vous renvoie à vos chères études sur le sujet. Bref, toujours est-il en tout cas que ce qui est intéressant par rapport à l'approche antivirale, c'est que l'approche du machine learning et cette capacité finalement à détecter des événements rares, soit dans le comportement d'un logiciel, soit dans le comportement d'un utilisateur, soit dans le comportement d'un système, ça permet en fait d'imaginer complètement de façon différente la détection des menaces. Et en fait aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est à construire des systèmes qui sont capables de se focaliser sur des événements de probabilité d'occurrence extrêmement rares, et être capable, donc des signaux faibles, on va les appeler comme ça, et être capable, sur la base de ces signaux faibles, de construire des systèmes qui sont effectivement capables de détecter ces événements de probabilité d'occurrence très rares. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille, et là il y a un champ absolument gigantesque de travail, très très intéressant. Et d'ailleurs on espère bien avoir bientôt un système opérationnel sur ce sujet, on a embauché plusieurs centaines de personnes rien que pour ça. Merci beaucoup Bernard. Je vais poser juste une dernière question. C'est vraiment très agréable d'avoir pu passer ce temps avec vous et d'avoir votre soutien pour DataJob. Il y a une question fondamentale qu'on a pour ce 3e événement qui est revenu dans de nombreuses tables rondes, qui est recitée souvent par les différents speakers qui se sont enchaînés dans la journée. On a le sentiment qu'il y a une dimension éthique et régulatoire sur laquelle les gens s'interrogent beaucoup. Aujourd'hui, c'est quoi la position de Microsoft sur ce sujet ? Alors, je pense que se poser des questions éthiques, c'est absolument fondamental. Il faut se les poser. Enfin, je ramènerai Rabelais au milieu de cette salle, science sans conscience, enfin vous vous souvenez probablement, n'est que ruine de l'âme. Le sujet du machine learning, donc d'une manière générale, cette capacité que l'on a d'apprendre, de réaliser des inférences, qui a été jusqu'à présent une sorte d'apanage de l'humain et de l'animal, qui sont maintenant données aux machines. Ça pose évidemment la question de l'intelligence des machines. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce que les machines vont bientôt nous remplacer? Enfin bref, toutes les interrogations d'Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, etc. Et puis au-delà de ça, il y a quand même des questions très importantes autour du respect de la vie privée, de la confidentialité, qui sont des questions tout à fait fondamentales parce que finalement, tout ce dont on parle ne fonctionne qu'à partir du moment où les gens jouent le jeu. Et donc ils n'ont pas l'impression quelque part ni que
on abuse dans l'utilisation de leur vie privée, ni que potentiellement on peut faire des choses qui se retourneront contre eux. À la fois parce que normalement, une personne qui s'en rend compte, elle va commencer à travailler de telle façon qu'elle va fausser les capacités de prédiction des algorithmes, parce qu'après tout, à partir du moment où on rentre dans un jeu tel que celui-là, la théorie des jeux s'applique pleinement, et donc on a tout à fait la possibilité de jouer à l'envers des algorithmes, si j'ose dire. Mais au-delà de ça, il y a tout simplement le fait que derrière le numérique, il doit y avoir une certaine forme de confiance. Et cette confiance, elle doit se mériter. Et donc ces questions d'éthique, je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'éthique en biologie, autour des sciences de la vie d'une manière générale, du clonage, enfin toutes ces questions-là. Je pense qu'il est temps que tous les gens qui gravitent autour du monde du numérique soient capables d'anticiper des questions qui peuvent être des questions extrêmement graves. Pour prendre un exemple très concret, on parle beaucoup de voitures autonomes. Si je suis en train d'écrire un algorithme pour une voiture qui devient un jour autonome, est-ce que je dois prévoir un algorithme qui lui permet de choisir entre le moins pire et le pire, qui consiste à dire je tue une personne pour en épargner 10, sachant qu'a priori j'aurais une tendance à être dans la logique bien connue des 3 lois de la robotique, qui consiste à dire je vais préserver a priori la vie. En tant qu'algorithme, comment est-ce que je dois réagir sur des sujets comme ça ? Sans parler des questions qui sont des questions tout à fait complexes sur la responsabilité, qui est responsable, est-ce que c'est la personne qui écrit l'algorithme, est-ce que c'est globalement la collecte des données, est-ce que c'est le constructeur de la voiture, enfin bref, toutes ces questions sont des questions très très complexes, et c'est des questions que honnêtement, je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître que ce ne sont pas uniquement des questions de spécialistes ou d'experts dans le domaine de la data science, il faut aussi entendre des philosophes, entendre des sociologues, entendre des citoyens, pour être capable de prendre de bonnes décisions, faute de quoi on risque de créer à la fois un monde qui potentiellement nous dépasse et qui devient totalement incompréhensible pour la plupart des gens, et en même temps et surtout, je pense que le système lui-même peut s'effondrer si on n'arrive pas à garder cette confiance sans laquelle le numérique ne serait pas. Merci beaucoup Bernard, merci d'avoir terminé sur cette note aussi de réflexion et d'espoir autour de l'éthique et de la data. Merci. Merci à tous.